Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Édition Illimitée. Édition illimitée. Édition illimitée. On est là pour vous parler des livres et de tout ce qu'il y a autour. Et quand je dis on, je parle des deux potes qui sont à mes côtés, Gaëlle et Inès. Salut Karen. Salut Karen. Aujourd'hui, on est là une fois de plus pour répondre à une de vos questions. Et celle qui va nous occuper ce soir, c'est est-ce que je peux lire de la litté ado si j'ai plus de 18 ans ? Pour répondre à cette question, on va bien sûr commencer par une petite définition, encore une fois. Du coup, qu'est-ce que c'est que la littérature ado ? Et pour une fois, c'est moi qui m'y colle et pas Inès. Okay. La littérature ado, donc on va parler d'œuvres de fiction qui sont destinées en fait à un public adolescent. On va définir adolescent, on va dire à partir de 13 ans et d'une cible qui va jusqu'à 24 ans. C'est ce qui caractérise du coup la littérature ado, c'est que c'est pas vraiment un genre en soi, c'est plutôt ouais, c'est un secteur éditorial. Au final, c'est des bouquins qui sont édités. C'est le ciblage qui fait tout. C'est parce que en librairie, on a un grand rayon et qu'en édition, il y a des éditeurs qui se disent on va faire des livres pour les ados et on les market comme ça. Et en plus de ça, l'histoire va tourner autour d'un héros adolescent, ou alors en tout cas, si c'est pas le héros qui est adolescent, il y aura une thématique adolescente dans l'histoire. Et en plus, pour distinguer un roman adolescent d'un roman de littérature générale, il y a un petit plus qu'on sait pas forcément, c'est de regarder dans le copyright. Et en fait, tout ce qui est littérature jeunesse doit mentionner la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse pour éviter... oui, en gros, c'est une loi qui dit que faut pas inciter à la violence, à la discrimination. Ouais, faut pas mettre les ados, ados et enfants, parce que du coup, c'est pour toute la jeunesse, donc jusqu'à un âge assez avancé, et donc éviter de faire quelque chose qui pourrait démoraliser. Et donc tout le monde va aller chercher un livre adolescent et chercher à l'intérieur ce copyright maintenant. Ce qui n'a aucun intérêt en réalité. L'autre particularité, c'est que, comme on vient de le dire, c'est un public un peu particulier. Et donc, comme on va le voir après dans les autres parties, c'est que ce public-là, il est adolescent et on va devoir faire plusieurs choses pour que ça lui parvienne à lui particulièrement. Même si notre but, c'est de prouver que tout le monde peut en lire au final. Comment on peut le distinguer un peu de la littérature générale ? Parce qu'il y a quand même un peu une petite différence, en fait. Du coup, ce qui a été mis en lumière par l'autrice du blog Allez vous faire lire, elle a listé plusieurs petits points hyper intéressants. Du coup, le premier, c'était que la litté ado, elle est moins nombriliste, moins autobiographique. Donc ça peut s'expliquer... assez simplement parce que l'auteur il fait appel à l'ado qui est en lui et donc forcément il peut aller piocher dans ses souvenirs, mais ça va être moins en mode journal intime, je raconte ma vie. J'ai été problèmes avec ma mère, tout ça. Voilà. Le deuxième, c'est que a priori c'est moins prétentieux stylistiquement. C'est pareil, on va parler après de la manière dont les auteurs abordent l'écriture pour les ados, mais quand même, il y a des petites différences, peut-être un peu plus de dialogue ou des choses comme ça qui fait que... Ouais, ça peut paraître un peu plus facile lors de la lecture à la littérature ado. C'est pour ça que c'est souvent traité comme une sous-littérature, du fait que ce soit moins élaboré au niveau de l'écriture, mais c'en est pas moins bien. Un autre point qu'on va détailler un petit peu plus loin, c'est que ça célèbre beaucoup l'imaginaire. Donc, dans toutes les thématiques, il va y avoir beaucoup de fantastique, de SF et tous ces genres-là sont pas mal représentés en litté ado. Ça se compartimente beaucoup moins dans un genre proprement parlé, en fait, la littérature ado. Ça efface un peu les frontières entre les genres. Oui, la différence de la litté adulte qui va... du coup, on va avoir un secteur litté général et à côté, la science-fiction va être mise à part de ça, quoi. Et le dernier point, c'est que elle est plus audacieuse en matière éditoriale. Si vous regardez les couves des bouquins ados, c'est quand même vachement plus fun que ce qu'il y a en littérature générale. Ouais, et puis je trouve que c'est souvent assez osé dans les publications. En fait, on cherche, tous les éditeurs cherchent à vendre, mais il y a vraiment plein de genres dans la littérature ado dont on va un peu parler au niveau des sujets. C'est très très libre. Enfin, moi je trouve que du coup un éditeur prend le parti de publier ça et du coup est audacieux dans ses choix par rapport à ça, même si c'est pas toujours bien perçu et bien accepté lors de la parution. Justement, le mépris des médias, il est assez flagrant là-dessus. En gros, on va parler de litté ado et jeunesse à Noël et puis un peu avant Montreuil, le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Qui a lieu juste avant Noël. Donc en réalité, on parle de littérature jeunesse qu'à la fin de l'année. Exactement.
Et du coup, la prescription, va pas se faire par la presse généraliste et elle se fait plutôt par le Booktubers, quoi. Oui, c'est ça. C'est ce qui caractérise un peu la littérature adolescente, c'est que on a un public qui est hyper connecté, qui est sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, et les éditeurs et même les prescripteurs se jouent beaucoup de ça. On va trouver donc effectivement tout ce qui est les fameux booktubers qui font donc leur chaîne YouTube pour parler de leur dernier coup de cœur. Et ça c'est un phénomène qui est vraiment super important en ce qui concerne la littérature adolescente. Après, du coup, c'est assez cool parce qu'au final, c'est les ados entre eux qui font la prescription de ce qui leur est destiné et au moins, ils prennent en main cet aspect-là et c'est cool que eux ils aient cette place-là dans ce secteur-là, quoi. Et les éditeurs en jouent beaucoup en développant le poste de community manager qui a un rôle vraiment sérieux en littérature adolescente. Ouais, et puis du coup, là, on voit de services de presse de très livres très ciblés aux ados. Après, ceux qui peuvent se permettre ça, c'est que certaines maisons qui ont les moyens d'envoyer un certain nombre de livres à ces gens-là aussi. Donc, bon. Toujours, du coup, on va revenir sur l'apparition de ce genre, de ce secteur. Oui, parce que bon, quand est-ce que c'est apparu ? C'est assez discutable. On en a pas mal parlé entre nous. On n'est pas forcément d'accord. Il n'y a pas une apparition tout d'un coup de ce genre, la littérature ado. Il y a eu pendant très longtemps, les enfants lisaient des livres adultes souvent, et puis il y avait de la littérature jeunesse, mais on leur faisait lire le Grand Maulne et des classiques de l'été. Mais après, il n'y avait pas un genre de littérature ado à proprement parler. En gros, on passait des albums jeunesse à Balzac et Zola et compagnie. Ouais, il y avait peut-être Jules Verne entre-temps, tu vois, ou un peu Stevenson avec L'île au trésor, ou des choses comme ça. Il y avait une littérature pour les enfants, mais qui se lit pas forcément à partir de 14 ans, parce que la littérature ado, on est sur un genre entre l'ado, l'adulte, enfin entre l'enfant et l'adulte qui pendant très longtemps dans la société existait pas. Donc en fait, c'est assez lié. Bah, c'est ça, le truc, c'est vachement lié à un phénomène sociétal où on se rend compte que c'est une vraie période dans la vie hyper importante. Voilà. Et oui, ce qu'on se disait aussi, c'est que ça a pas, genre la génération de nos parents, à 16 ans, ils commençaient à bosser, alors que là, on a un peu plus le temps d'être ado et de se préoccuper de nous et de penser à plein de trucs et d'avoir conscience de tout ça. Donc, forcément que ça. Oui, ça a eu des conséquences dans ce milieu-là aussi. Et donc, on parle souvent d'Harry Potter pour dire qu'il a lancé le genre et le phénomène d'avoir cassé ses frontières ado-adulte, parce que quand Harry Potter est sorti, en 99, je crois que c'est sorti exactement. Moi, je sais pas, j'étais un peu à la masse. À la fin des années 90, ça, début des années 2000 en tout cas, et puis après c'est comme c'est une saga qui est sortie sur une dizaine d'années quand même. Des adultes se sont mis tout de suite à lire cette littérature-là qui était réservée à la jeunesse, qui était du coup un phénomène qui est un peu à part. Et à partir de là, il y a eu un vrai... donc Harry Potter est sorti pendant des années, donc des enfants ados ont grandi avec ces livres-là. Et on en fait partie. Ce phénomène... parce que j'ai à peu près le même âge qu'Harry à chaque fois que c'est sorti. Donc, nous, on fait vraiment partie de cette génération-là. Je pense qu'on a vraiment grandi en même temps que lui. Et comme tu disais, au départ, en France, c'est sorti chez Folio Jeunesse. Donc, clairement, c'était dans les petits romans que tu lis à 11-12 ans, quoi. C'est ça. Et genre là, après, il y a eu plein de rééditions. Tu vois que le truc le statut de ce bouquin-là a évolué. Et moi, quand je finissais mon livre, je devais le passer à ma mère aussitôt après qui l'enchaînait. Ouais, c'est tout à fait ce qui s'est passé. C'est un peu ce phénomène de crossover, on appelle ça comme ça, dont Clémentine Beauvais, qui est une autrice de romans ados assez chouette, qui a un blog d'ailleurs qui s'appelle « Mais pourquoi tu ne fais pas la vraie littérature ?» donc qui est quand même un sacré clin d'œil. Et en plus, elle est spécialiste de la littérature ado, elle est prof à l'université de Cambridge, je crois. Et elle disait que donc la définition du crossover, c'est un livre qui traverse et qui va au-delà des limites. Et elle disait que c'est un critique, c'est un terme qui désigne ces bouquins a priori pour ados qui sont en réalité énormément lus par les adultes et vice-versa. Voilà, donc c'était pour un peu dire que c'était vraiment un genre qui était complètement... Oui, et du coup, c'est ça, le truc, c'est qu'avant c'était des enfants à qui on faisait lire des livres pour adultes, et maintenant, le truc, c'est un peu inversé. Ce qui est plutôt cool, parce que ça fait plus de livres à lire pour tout le monde. Et puis qu'en plus, toute cette génération-là d'ados qui ont grandi avec la littérature ado continuent à lire, en fait, des deux, une fois adultes aussi, quoi. Et ça, Harry Potter, c'était le premier phénomène, et il y en a eu un autre qui a bien lancé la littérature adolescente quelques temps après, avec le phénomène Twilight de Stephenie Meyer. C'était en 2005.
Ah oui, les vampires et l'amour. Ah ben oui, les loups-garous, les vampires. Et ça a lancé effectivement puis- plein de séries, une centaine de séries qui sont sorties autour de cet univers fantastique. Ça, c'était vraiment un gros phénomène, en plus avec l'adaptation cinématographique. Et plus récemment, il y a un autre courant qui est vraiment important en littérature adolescente, c'est la dystopie. Ouais, divergente. Hunger Games, tout ça. La dystopie, oui, pour une petite définition quand même, ça va être en gros l'inverse de l'utopie. C'est-à-dire que là, on est dans une société imaginaire où personne va être heureux. C'est la merde totale. C'est la merde totale, exactement. Il y a C'est un l'utopie où tout cauchemar. va bien, et là, ça tout pue. Voilà, tout pue. Donc la dystopie, elle a été connue au milieu du 20e avec 1984, George Orwell et Meilleur des mondes aussi de Huxley. Ouais. Mais en jeunesse, ça serait plutôt en 94 avec Le Passeur de Lois Lowry. Ouais, qui est un roman assez sympa publié à l'école des loisirs. Et c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit dans une société où tout est très beau. Enfin, lui, tout est très compartimenté et en fait, tout d'un coup, il se rend compte que en dehors de son village et tout ça, existe un vrai monde où tout n'est pas si beau que ça et que on lui a caché la réalité et qu'en fait, je l'ai lu il y a longtemps, donc c'est des souvenirs assez. Ah oui, il y a souvent ce truc-là dans la dystopie où, en gros, il y a un héros qui vit dans une société hyper close et qui se rend compte que il y a plein de choses qui lui sont cachées et qui va vouloir forcément découvrir tout ça. C'est une société un peu dictatoriale. Oui, très souvent. Ouais. En plus, oui, c'est ça, c'est qu'on leur cache des choses et qu'on les empêche de faire des choses. Et on les empêche de penser, c'est ça qui est plus... C'est ce qui plaît, c'est que c'est des livres qui vont amener à réfléchir, en fait. Et ce qu'on aime bien aussi, c'est qu'il y a un héros qui va souvent être donc l'adolescent, qui va être le rôle de rebelle et qui va dire non à tout ça. Et ça, on aime bien. Parce que c'est un moment où l'adolescent est en pleine rébellion contre la société et ses parents et se retrouve complètement dans ces romans-là. Et en plus, ouais, c'est des adolescents lambda, a priori, c'est pas des personnages qui vivent dans des circonstances extraordinaires ou enfin il va leur arriver un truc extraordinaire, mais à la base c'est des ados genre assez banal. Oui, c'est ça. Et du coup forcément que tout le monde se reconnaît là-dedans. Il y a Métaux aussi que je voulais citer, qui est une dystopie très très cool en 3 tomes et qui est très très bien. Bah ça, il y en a tout plein de toute façon qui vont parler de plein de thématiques différentes, donc les dictatures, tout ce qui est discrimination. Il y avait la série Ugly comme ça où ça sépare les moches et les beaux. Ouais, Ugly Pretty Special. C'était ça. Voilà, donc ça va parler de plein de thématiques différentes. Alors, après, oui. Parce que c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de choses qui sont en lien avec la société, dont l'adolescent aime beaucoup se complaire dans son mal-être et donc de lire des choses. Il y a un peu de ça. Hein, disons que je pense que il y a plein de choses qui t'arrivent à ce moment-là de ta vie et que genre d'être débordé après il y a des besoins de relativiser aussi parce qu'il y a certains sujets, c'est très souvent autour du suicide, du cancer, de l'anorexie, etc. Donc c'est un peu, je pense que c'est un moyen de voir que sa vie est pas si pourrie que ça, peut-être à l'ado, de lire ce genre de livre-là. Mais par exemple, on peut parler notamment du concert. Il y a eu un énorme succès avec Nos étoiles contraires de John Green chez Nathan, l'histoire de ces 2 adolescents qui sont tous les 2 atteints d'un cancer, dont l'un étant condamné et l'autre en rémission, et en fait c'est une énorme histoire d'amour à côté, donc il y a quand même ça. Oui, ça aborde un sujet difficile, mais avec de l'amour. Oui, parce que on parle de sujets, mais c'est très difficile de mettre le genre adolescent. Enfin, les romans dans des cases, en général, ça apporte différents genres, différents sujets. Voilà, le cancer se met en face de l'amour. Moi, le truc que j'ai lu aussi qui est lié à ces thématiques là assez difficiles, du coup, ça vient de Qui a peur de la littérature ado d'Annie Roland. Et en gros, c'est une bonne grosse analyse psychologique sur la perception de la litté ado, autant par les adolescents que des critiques, que les auteurs, etc. Et en gros, le truc, c'est de dire que cette littérature ado, elle est là aussi pour les préparer au monde adulte et enfin aborder tous les sujets qu'on n'a pas abordés dans la littérature vraiment jeunesse, parce que c'est trop dur et on est trop jeune pour genre à 8 ans, t'as pas forcément envie de lire des bouquins qui parlent du cancer, c'est forcément un peu dur. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on commence à trouver ça dans la littérature ado, quoi. Oui, donc du coup, je vais en citer d'autres parce que je parlais quand même des différentes thématiques, mais voilà, donc cancer, l'anorexie, il y a eu notamment le complexe du papillon d'Annelise Heurtier, qui est l'autrice de Sweet 16 aussi d'ailleurs. L'histoire de cette jeune fille qui veut absolument ressembler à des mannequins et qui fait du sport et enfin voilà, qui se met peu à peu moins à manger et jusqu'à complètement tomber dans l'anorexie. Après, il y a des romans qui parlent de la mort, évidemment.
Moi, j'avais lu La mort anniversaire d'Olivier Adam, à l'école des loisirs. Que voilà, donc tout la question du deuil pour l'adolescent, et c'est un moyen de chacun parle de ses sentiments, en tout cas de ce qu'il ressent, et je pense que les adolescents, quand ils lisent ça, ils se retrouvent un peu dedans, même si ça leur arrive pas. Ouais, c'est ça, mais t'as besoin de savoir qu'il y a d'autres personnes qui vivent ce un que peu tu miroir. peux vivre aussi. Ouais, c'est ça. Et l'avantage de la littérature, c'est que contrairement à un documentaire, voilà, on a une autre approche quand même de ces sujets difficiles. Oui, et il y a souvent un narrateur qui a quand même cette place-là qui me permet d'avoir de se retrouver et en même temps d'avoir un point de vue subjectif, contrairement à des questions. Ouais. Mais bon, heureusement, il y a plein de choses qui sont quand même très chouettes aussi dans la littérature ado, parce que ça parle souvent des romans d'amour dans la littérature ado. Il y en a quand même beaucoup. C'est quand même les premiers émois amoureux quand t'es adolescent, en fait, où t'as pas forcément beaucoup d'informations sur ce qui se passe, parce que tes parents t'en parlent pas forcément avec eux. T'en parles avec quelque part, mais en fait, ils savent pas forcément mieux que toi. Et donc, il y a notamment, moi, j'avais lu À la place du cœur d'Anne Catherine, qui est sorti il y a pas très très longtemps chez Robert Laffont, qui est un roman, l'histoire de Côme qui tombe amoureux pour la première fois, et c'est une énorme histoire d'amour. Après, c'est en parallèle au moment où ça se passe des attentats de Charlie Hebdo, et du coup, où la France est complètement tétanisée, et lui, il sait pas comment gérer ses émotions, parce qu'il a envie de vivre pleinement cette très belle histoire d'amour, et en même temps, il sent bien qu'il y a un décalage entre la société et ce que lui ressent au fond de lui. Il peut pas s'empêcher d'être heureux, alors que autour de lui, on ne l'est pas tellement. Ce qu'il y a de chouette aussi, justement, dans ces histoires d'amour, c'est que dans la littérature ado actuelle, il y a un peu plus de représentativité. Genre, on a quand même un peu plus d'héros homosexuels ou bi ou personnes qui... Même transgenres aussi, parfois on commence à parler. Même, il y avait une dystopie parue récemment, c'était Les Porteurs, qui parlait justement de cette thématique où tout le monde naissait neutre, et à 16 ans, ils doivent choisir leur sexe. Ouais, je trouve ça hyper intéressant que, du coup, c'est genre clairement la période de ta vie. Il y avait le roman A comme aujourd'hui aussi, qui était l'histoire d'un personnage qui change de corps tous les jours, et donc le narrateur n'a pas vraiment de sexe, on sait pas, un jour il est un garçon, un jour il est une fille. Ouais. Et du coup, il y a Dysfonctionnel, c'est une héroïne lesbienne, pareil, qui tombe amoureuse, c'est un peu ses premières histoires d'amour, et donc c'est avec une fille qu'elle rencontre, qui en plus est pas du milieu social non plus, et du coup c'est cool qu'il y ait des héros. Oui, surtout qu'en fait le sujet du roman ne tourne pas autour de ça, en fait. C'est ça qui est chouette aussi dans le Dysfonctionnel. C'est l'histoire de cette fille qui fait partie d'une famille qui n'est pas fonctionnelle, donc son père tient un bar à Belleville, et on voit passer tous ces personnages là, mais en plus en effet elle est lesbienne, mais c'est un détail comme un autre. C'est l'histoire d'amour qu'il peut y avoir dans n'importe quel roman, et là pour une fois elle est lesbienne, quoi. Tant mieux. Du coup, c'est pas toujours des sujets faciles, mais il y a des romans assez drôles aussi. On peut parler dans la littérature ado qui abordent tous ces sujets-là de façon assez rigolote, comme Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, qui parlait du harcèlement, mais c'est un roman à mourir de rire. Il est très très drôle, ouais. Où 3 filles se mettent à parcourent la France en vendant du boudin, quoi. Voilà, c'est déjà, ça. Sur des vélos. Boudin toutes les pages, ouais. Ça fait rire. Et ou encore Sauveur et Fils, qu'on a beaucoup aimé. Et dont on parle assez souvent, je crois. Oui, c'est possible. On parle dans mais notre en même temps, c'est livre de poche. C'est important. Lisez Sauveur et Fils de Muraille. On espère vraiment qu'en martelant les titres, au bout d'un moment, vous les lisiez. C'est clairement notre but. On fait du lobby non intéressé, mais juste pour votre plaisir. Mais du coup, on se pose la question, qui fait la littérature adolescente ? Assez paradoxalement, c'est des adultes. Ouais. C'est la plupart des auteurs, parce que ça arrive, je crois qu'il y a des ados, des grands ados qui écrivent sur Internet, qui sont fait publier. Là, oui. Au départ, on a dit que ça ciblait jusqu'à 24 ans, donc on peut dire. Ouais, il y a l'appli Wattpad en ce moment qui prend pas mal d'ampleur aussi, comme ça. Ouais. Mais bon, la plupart des auteurs et autrices sont des adultes, quoi. Adultes. Et les éditeurs sont des adultes, parce qu'on connaît pas de maison d'édition faite d'adolescents. Non, pas encore. Je pense que c'est pas très légal de les faire bosser pour le moment, donc on va compter sur des adultes qui ont gardé leur âme d'adolescent. C'est déjà pas mal. On peut citer des auteurs qui écrivent à la fois pour la littérature ado, mais aussi pour la littérature adulte, parce qu'il y en a qui font les deux. Tu as parlé d'Olivier Adam tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Il y a eu Olivier Adam, donc Jeanne Benhammer qui lui aussi chez deux.
Marie Desplechin, Anne Persin, Daniel Pénac, qui savent pas forcément s'ils écrivent pour des ados ou des adultes, qui sont avant tout auteurs, oui, c'est ça, autrices. c'est que les bouquins sont remarketés des fois après à destination de la jeunesse ou de la litté ado. C'est indépendant de l'écriture, quoi. Et moi, j'aimerais bien citer une autrice que j'aime bien, Agnès Dessartes, qui est du coup écrit à la fois pour des adultes et la jeunesse, et qui parle de comment elle écrit et justement du fait que il n'y ait pas vraiment de genre. Enfin, elle ne sait pas pour qui forcément elle écrit. En littérature jeunesse, on nous encourage. Tous les formats sont possibles. Le lectorat est curieux, a les oreilles et les yeux grands ouverts. Il est partant pour parler de la mort ou de la beauté. J'ai donc l'impression qu'en littérature jeunesse, on a beaucoup plus de liberté du point de vue du format, du ton et des genres. C'est la raison pour laquelle je manie l'édition jeunesse comme un lieu de privilège et de contrebande. On y jouit d'une plus grande ouverture. C'est pourquoi je ne trouve pas que mes textes soient punis de se trouver en collection jeunesse. S'ils n'y étaient pas, ils n'existeraient pas. Et j'aime bien ce qu'elle dit. Ça revient à ce qu'on disait au début, que la litté ado, elle est plus audacieuse parce que, mine de rien, je pense que peut-être que aussi le public ado, il a moins d'a priori et il va moins se baser sur des bouquins qui ont l'air un peu prétentieux, sur ce qu'il peut lire dans la presse et du coup, il va faire plus confiance à son instinct et trouver. Enfin, plus il aura un choix libre, plus il va trouver ce qui lui va lui plaire, quoi. Et du coup, on peut citer des maisons d'édition jeunesse qui font des chouettes collections à destination des ados. Ouais. Moi, celle que je connais le plus, c'est Exprime. Il n'y a pas toujours des trucs très faciles. Sarbacane. Ouais. Que j'aime bien. Mais qui d'ailleurs se définit pas forcément comme une collection jeunesse, justement. Ouais. Un peu entre les deux. Moi, j'aime bien Medium. J'ai beaucoup grandi avec les collections Medium de l'école des loisirs, par exemple, en littérature ado, qui fait beaucoup de livres un peu en miroir de la société dans lequel on se retrouve beaucoup. Mais il y a encore Do Ado, Rouergue, qui a fait pas mal de romans. Qui est très très cool aussi. Et donc après, la littérature ado continue avec les adaptations au cinéma, parce qu'en fait, il y en a beaucoup finalement. Ce genre, il est assez prisé pour... là, on a parlé d'énormément de succès, tout ce qui était Hunger Games, les Jeunes Green aussi adaptés. Et c'est vraiment ça qui montre que le succès des romans adolescents et ce public qui va être de plus en plus large. C'est-à-dire qu'à partir de ces adaptations, en librairie, on va avoir de plus en plus d'adultes qui vont venir et demander, par exemple, Le Labyrinthe de Dashner suite à l'adaptation. Et au moment où on va leur dire, vous avez trouvé ça au rayon adolescent, ça tilte un petit peu chez les lecteurs, en fait. Genre, est-ce que c'est quand même fait pour moi ? Alors qu'a priori, s'ils ont vu le film et qu'ils ont kiffé, Et c'est là qu'on leur répond, oui, si vous avez plus de 18 ans, vous pouvez lire de la littérature adolescente. Exactement. Même si vous avez 10, 15, 20, 30 ans, le double, le triple... vous pouvez lire absolument tout ce que vous voulez et ça ne vous fera que du bien. Avant de conclure, les filles, est-ce que vous avez quelque chose autour du livre à partager ? Inès, peut-être ? Moi, j'ai commencé un roman ado ce matin. Ah. Et c'est le dernier d'Anne-Laure Bondou et ça fait des mois que je rêve de le lire et en fait, j'ai fini par craquer et l'acheter. Et j'ai lu 2 chapitres, mais je sais déjà que c'est un petit bonbon. Et comment ça s'appelle ? Ça s'appelle L'aube sera grandiose. Et Anne-Laure Bondou, elle a déjà fait pas mal de trucs en litté jeunesse, litté ado. Ouais, litté jeunesse, cool. Ado, ouais. Je me souviens plus du coup ce qu'il y avait. Son nom m'évoque quelque chose, mais je retrouve plus. Elle a publié pas mal chez Bayard, maintenant elle publie chez Gallimard, mais après exactement je vois tout à fait les couvertures, mais dans ma tête. Ok, on retrouvera les titres et on vous les partagera. C'est la fin de cet épisode. Si vous avez des questions, des remarques, des sujets à nous proposer ou des petits messages, vous pouvez nous contacter sur Twitter, Facebook, Instagram. Et ne partez pas tout de suite, parce que l'épisode n'est pas vraiment terminé. C'est vous qui en écrivez la fin. On vous laisse avec l'épilogue. Merci encore et à la prochaine. Au revoir. Salut. Salut. Mon souvenir le plus marquant lié à la lecture, c'est dans le tome 4 de Harry Potter. C'est quand Cédric Diggory meurt... donc c'est dans la coupe de feu. J'avais donc à peu près l'âge de Harry Potter, donc à cet âge-là, j'avais 15 ans quoi. Et je pense que j'ai fait une mini dépression après. J'étais trop mal. J'ai vraiment pleuré, je faisais la gueule. Je me souviens que ma mère me disait mais si lire ça te rend comme ça, tu ferais bien d'arrêter. Voilà. Bon, ça va pas durer très longtemps, mais quand même c'était assez marquant cet épisode. Sinon, pour lire, ma position préférée, c'est tout simplement au lit avant de m'endormir. J'aime bien aussi dans le train parce que je trouve que c'est le moment le plus propice pour lire quand c'est bien calme et qu'il n'y a pas d'enfants qui hurlent autour, par exemple. Mon genre de livre préféré, je sais pas trop, je dirais les romans gentils parce que j'aime bien quand
quand tout va bien. Et je trouve qu'il y a assez de conneries comme ça dans le monde pour lire des romans tristes ou qui sont difficiles ou qui dépeignent la vie telle qu'elle est, voire pire. Donc voilà, donc j'aime bien des romans où ça se passe bien. Alors comment je range mes livres? En fait, je dirais que je les range pas. Je les mets dans la bibliothèque, là où il y a de la place, là où le livre tient, s'il est large ou pas. Voilà, donc ça peut créer quelques petits soucis avec d'autres, mais voilà, moi j'ai pas de soucis avec ça. Néanmoins, je traite très très bien mes livres. Je plie jamais les coins des pages parce que je trouve que ça les abîme trop, comme si ça pouvait leur faire du mal. Donc voilà, je les traite bien, je les abîme pas non plus. Et éventuellement, je peux les perdre, mais c'est tout ce qui me soit arrivé de désastreux avec un livre. Le dernier livre que j'ai acheté, c'était pour moi, et ça s'appelle 4 sœurs. J'ai acheté ça à Gibert, à Barbès, et c'est un roman japonais que j'ai acheté donc en occasion sur 4 sœurs, haha. Et du coup, je ne sais pas encore puisque je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas si c'est bien. Voilà, et si j'étais un livre, je dirais que je serais L'affaire Janer de Jasper Fforde, parce que c'est un monde saugrenu, fou, délirant, il peut se passer tout et plein de choses, et c'est super drôle, et ça se prend pas la tête, et je pense que si je devais vivre dans un livre, je pourrais vivre dans ce livre-là. Voilà, et pour finir, je m'appelle Sophie, j'ai 30 ans, et je suis une lectrice fidèle.